Ok, salut tout le monde. C'est Louis et aujourd'hui je vous retrouve dans la deuxième vidéo que je vais consacrer à la chimie organique. Cette fois-ci, on s'attaque à un oral de Polytechnique 2021. C'est pas celui que j'ai eu, hein, mais c'est un oral de Polytechnique. Aujourd'hui, on va essayer de voir deux choses. SN prime, qui est donc ni une SN1 ni une SN2, c'est bien une SN prime, j'insiste dessus. Et la décarboxylation. Vous verrez ce que c'est. Ça me semble être des choses importantes à au moins avoir vu et à bien comprendre et à maîtriser, surtout que c'est pas si dur que ça. Donc je pense que c'est important de le faire. Pour ça, je pense que ça va être pas mal aussi que je précise à chaque fois sur quel type de cours je vais utiliser ici. C'est-à-dire pour que vous puissiez voir si vous avez déjà vu les cours nécessaires pour suivre le contenu de cette vidéo. Et ici, du coup, je vais me baser dans un premier temps sur la première étape sur. En fait, je vais me baser sur deux choses. À la fois des substitutions. Du coup, pour ça, ça nécessite d'avoir vu le cours sur les substitutions nucléophiles, que normalement vous voyez en première année ou deuxième semestre. Et également sur des cours concernant les énolates, donc c'est-à-dire le côté nucléophile des carbonyles. Et ça, normalement, c'est un cours de deuxième année que vous devrez voir en début de deuxième année, donc ça c'est le début de l'orga. Voilà. Ici on voit qu'on a deux choses à faire. Dans un premier temps, on nous donne un réactif, on nous donne un produit, on nous demande de trouver ici des conditions opératoires. Donc je vais essayer de détailler tout ça. Et enfin, donc dans un deuxième temps, on voit qu'on ce produit-là, on va le mettre en fait dans certaines conditions, et on est du coup censé trouver quel produit est-ce qu'on peut obtenir. Sachant que là du coup je vous l'ai pas mis parce que là, je vais vous donner la correction, mais on peut éventuellement céder dans l'énoncé original, puisqu'ensuite on a du coup encore une transformation qui mène à un produit F cette fois-ci. Et en fait, puisque la transformation de E à F est une simple réduction, et on peut essayer après de déduire quel type de transformation à quoi va ressembler le produit E, même si on ne comprend pas ce qu'on fait là. Voilà. On est censé pouvoir le faire, mais ici évidemment on va essayer de le comprendre, et on va essayer de donner le mécanisme et d'expliquer pourquoi ça marche comme ça. Voilà, donc c'est le programme, et donc on va tout de suite attaquer à la première question. Je vais passer tout ça. Donc évidemment, première chose, je répète toujours, mais ce qui est important, c'est de voir quelles sont les différences entre le réactif et le produit. Ici, on voit qu'on a une molécule qui est assez grosse, a priori, enfin c'est pas non plus hyper chargé, mais il commence à avoir des trucs. Et en fait, on voit qu'il n'y a quasiment rien qui change, hein. On passe de 1 cycle à 6 plus 1 cycle à 5 avec ici un ester, à 1 cycle à 6 plus 1 cycle à 5 avec ici un ester, et ici un allyle. Donc un allyle, c'est ça. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a simplement créé une liaison carbone-carbone. Toc. Et des moyens de créer des liaisons carbone-carbone. Dans le programme, il n'y en a pas 50. On maîtrise les organomagnésiens, qui est donc la technique de sup. Donc c'est-à-dire on part d'un dérivé bromé, enfin d'un dérivé halogéné, on le transforme en organomagnésiens et comme c'est un super nucléophile, ça peut créer des liaisons carbone-carbone. Soit on passe par un énolate. En fait, dans les deux cas, on utilise des carbanions, puisque du coup les carbanions, c'est-à-dire je sais pas, un truc comme ça par exemple, du coup ça c'est des très bons nucléophiles, parce qu'en fait j'ai un doublé qui va pouvoir venir attaquer un truc et créer une nouvelle liaison carbone-carbone sur par exemple je sais pas, un CH3Br. Je vais pouvoir réaliser une SN et venir enlever le BR ici. Et en fait dans les deux cas on utilise des carbanions, puisque du coup l'organomagnésian est quasiment un carbanion, parce que techniquement, je vais représenter un truc comme ça, hein. Hop. En fait ça, c'est quasiment ceci. Et du coup ici on a quasiment un carbanion, et c'est pour ça que cette liaison est très nucléophile. Et pour l'énol, donc je vais faire un rappel rapide de cours sur les énols. En fait on utilise du coup cette fois-ci, si on part de l'acétone, donc c'est le cas de base, en fait on voit qu'on va avoir ici des propriétés nucléophiles de l'acétone si on met dans un milieu assez basique, parce que du coup on va pouvoir arracher ce H là, qui va donc créer un carbanion. Et en fait ce carbanion est stabilisé grâce ici à l'acétone, puisqu'on va pouvoir obtenir un énolate, qui est donc une forme stabilisée du carbanion. Et donc justement du coup c'est parce qu'on a ce carbanion stabilisé que ça nous permet de pouvoir former des énolates, donc ça c'est l'énolate, de manière assez facile, puisque du coup c'est une base qui est quand même dure à activer. Mais le pK pour arracher ce H c'est uniquement de 20 à peu près. Donc ce qui fait qu'on peut quand même le faire avec des bases fortes. Et on utilise des bases fortes, on en a quoi. Donc c'est quelque chose qui est faisable. Donc ça c'est quelque chose d'assez classique. Et du coup ensuite on a simplement du coup le carbanion qui va venir attaquer avec son doubline très nucléophile sur un carbone électrophile. Et c'est comme ça qu'on peut créer des liaisons carbone-carbone. Voilà, c'était le rapide rappel. Ici du coup c'est évidemment là-dessus qu'on va se baser, et entre organomagnésiens et énolate, a priori c'est quand même assez immédiat, puisque du coup on voit que ce carbone là il est en alpha d'une cétone, donc forcément on a tout de suite envie de penser à l'énolate. En fait il est aussi en alpha d'un ester, et ce qui compte, on a vu dans la stabilisation, du coup qui permet la formation facile de l'énolate, c'est le fait qu'on ait ce carbanion stabilisé par la double liaison CO. Et donc en fait pour un ester, on va avoir également, je ne représente pas tous les doublés de cet oxygène là, on va également ici en fait avoir un carbanion qui va pouvoir se stabiliser, puisque du coup je vais pouvoir former, je vous dessine pas les flèches, je pense que vous les avez, l'analogue d'un énolate mais avec un ester, et on a également du coup quelque chose qui est assez stable, et qui peut donc permettre la formation d'un énolate. C'est vraiment donc cette double liaison CO qui permet du coup de stabiliser le carbanion par mésomérie. Voilà, et donc du coup c'est pour ça qu'ici on se doute qu'on a un petit H ici, qui va être relativement acide,
Enfin, oui, c'est ça, et qu'on va donc pouvoir venir capter assez facilement. Alors, on sait, je pense que c'est des trucs qui sont importants de connaître si on veut avoir un certain niveau en chimie organique, que quand on est en alpha de 1 cétone, comme on l'a vu tout à l'heure, le pK était de l'ordre de 20. Quand on est en alpha de 2 cétones, le pK est autour de 10. Voilà. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on n'est pas obligé, cette fois-ci, puisqu'on est en alpha a priori de 2 cétones, on n'est pas obligé d'utiliser des bases qui sont hyper fortes. Donc, pas de H-, pas de LDA, rien de tout ça. A priori, simplement une base un peu forte, genre de la soude, est censée suffire à arracher ce H de manière quantitative. Ce qui est du coup normal, puisque ici, si j'arrache le H, je vais atteindre en fait une espèce qui est en fait doublement stabilisée. Parce que du coup, je vais pas vous représenter toutes les formes mésomères. Mais là, clairement, vous en avez deux, quoi. Voilà, vous avez celle-là, avec le moins qui est là. Puis du coup, vous avez l'autre que je vais pas représenter. Mais juste, vous mettez ces flèches-là, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est évidemment ce qu'on va faire. Et du coup, a priori, on va essayer de prendre un carbone électrophile. Enfin, en tout cas, un électrophile assez simple. Puisqu'on va simplement utiliser... Hop. Il y a un truc qui est assez immédiat. Donc on va utiliser par exemple du bromure de vinyle, donc un truc comme ceci. Puisque du coup, on va venir en fait ici attaquer sur le carbone électrophile. On verra lequel est électrophile plus tard. Et on devrait pouvoir réaliser une SN et obtenir justement le produit qui est là. Donc a priori, on va mettre ceci avec du HO-, puisqu'on a vu que c'était assez fort pour arracher ce H là, et avec du brome, comme ceci. Au niveau du mécanisme, je vais uniquement partir, donc je vais simplifier la molécule qui est ici, parce que du coup on a vu que le site réactif c'était vraiment au niveau des 2 cétones. Donc je vais uniquement représenter même une seule cétone, puisque on a vu que grâce à l'autre cétone ça permettait d'arracher le seul H qui était là. Donc du coup on va avoir donc H- qui va venir arracher ce H là, là-dessus c'est classique, ceci hop, on forme l'énolate. On va donc obtenir avec de l'eau, que je ne dessine pas, cette énolate là, sur laquelle on va donc venir ensuite attaquer notre brome, enfin du coup notre électrophile, en 2 étapes. Toc. Et du coup la grande question c'est où est-ce qu'on l'attaque. Je vais faire un petit aparté, puisque c'est là qu'on va parler de la SN'. En fait on a plusieurs moyens d'attaquer ce brome. Le premier, enfin du coup c'est plutôt cette molécule bromée. La première c'est de penser à une SN1. En effet le carbone bromé il est juste ici, c'est un carbone qui est primaire, donc a priori on a tendance à savoir du cours de première année que sur les carbones primaires on réalise des SN1. On passerait donc directement avec une attaque nucléophile sur ce carbone, enfin sur ce brome, le brome qui du coup partirait, on obtiendrait bien le produit voulu. Mais on pourrait également argumenter qu'on pourrait passer par une SN2. En effet, imaginons que le brome commence par partir de lui-même avant qu'on ait l'attaque, on passerait alors à un carbocation, qui ressemblerait à ça. Or ce carbocation là est stabilisé. En effet il est stabilisé par mésomérie, on le voit immédiatement. Parce que du coup on obtient ensuite cette molécule là. Et du coup, puisqu'on a un carbocation qui est stabilisé par mésomérie, on pourrait également se douter que, a priori, on pourrait également avoir un petit peu de SN1. En fait, ça dépendrait du solvant. Et ici, puisqu'a priori, on est en solvant aqueux, et on pourrait se douter qu'en fait, on aurait plutôt peut-être une SN1. En tout cas, un pourcentage de SN1 qui est non nul, malgré le fait qu'on ait un carbone primaire. Et en fait, on peut également imaginer un troisième type de SN, et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'on peut également imaginer une SN'. Et du coup, la SN', c'est qu'en fait, on va avoir quelque chose en une étape qui va attaquer sur ce carbone là. Je vais redessiner, je vais vous montrer ça. Imaginons donc qu'on ait notre énolate qui est chargée. L'énolate attaque ici. Là, du coup, le doublé nucléophile va venir attaquer sur ce carbone là. Et on peut réaliser une séquence comme ceci, avec du coup une flèche supplémentaire qui conduit, vous pouvez vous en assurer, bel et bien au bon produit, à savoir ce produit là. Je vous laisse vous en assurer si vous le voulez, c'est bel et bien ce qu'on obtient. Et du coup ça, on appelle ça une SN', puisque du coup ce n'est ni une SN1 ni une SN2. La SN1 ce serait avec en une seule étape sur le carbone fonctionnel. La SN2, la SN2 ce serait justement en une seule étape sur le carbone fonctionnel. La SN1 on aurait en 2 étapes avec d'abord le départ du carbocation, puis, d'abord plutôt le départ de l'halogène, puis ensuite attaque sur le carbocation. Et du coup, c'est aussi la présence de la double liaison ici nous permet de pouvoir réaliser en une seule étape en attaquant le carbone qui n'est pas le carbone bromé. Et donc on réalise ce qu'on appelle une SN'. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Et du coup, des SN', j'en ai pas rencontré tant que ça au final. Mais je pense que ça peut se faire en fait dans tous les cas où vous allez justement avoir un carbone électrophile qui est lié à une double liaison. Enfin, en fait, qui est lié du coup à ce schéma-là.
Je pense que ça va se faire plus ou moins à chaque fois. Et surtout, en fait, ça va se faire très souvent quand vous allez avoir justement des groupes allyle, c'est-à-dire des groupes avec un électrophile quelconque qu'on va appeler E, lié à ça. Parce que du coup vous allez toujours avoir la SN1, enfin la SN2 directement, la SN1 puis l'attaque et la SN'. Et ça en fait vous allez rencontrer relativement souvent. Je dirais pas que vous en rencontrez tout le temps, mais c'est pas rare de voir un allyle et donc c'est important de savoir quelle est la SN', parce que c'est pas au programme évidemment, mais à l'oral ça fera bien de savoir que vous connaissez la SN', c'est toujours un gros plus de montrer que vous savez faire des choses. Voilà. Donc du coup on a réussi à obtenir le produit juste ici. Voilà. Donc en résumé ici, on s'est uniquement basé sur le cours de Denolate, qui est du coup, on a fait quelque chose qui était très proche du cours ici, sauf qu'il y avait deux choses à savoir. Premièrement, le fait est que on n'a pas besoin d'une base si forte que ça, parce que du coup on est en alpha de 2 double liaisons CO, donc on peut utiliser une base juste là-dessous, ça suffit, puisqu'on a un PK de 10 à peu près sur ce H acide. Et dans un deuxième temps, on a vu les SN' sur des allyles. Voilà, donc on rappelle que maintenant cette molécule-là, on va la mettre en contact d'abord de OH-, puis d'eau, et ensuite on réalise un chauffage. La question c'est donc qu'est-ce qu'on va obtenir. Dans un premier temps, en fait on voit ici que les séquences HO- plus H2O, ça rappelle une saponification. Alors c'est vrai que maintenant que j'y pense, j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, donc au pire je vais l'admettre, mais du coup la saponification c'est un résultat de cours en fait, qui permet de transformer un ester en acide carboxylique. Donc je vais pas refaire tout le mécanisme parce que du coup c'est vraiment un truc de cours, mais en gros basiquement vous prenez votre soude, vous allez réaliser une séquence addition évidemment puisqu'on a un carbone X3 ici, avec votre HO- sur ce carbone là, ce qui va faire repartir ce doublé ici, et ensuite le doublé repart là et dégage du coup un alcoolate qui va du coup former au moins avec un ester à côté. Et du coup vous allez former un acide carboxylique plus un alcoolate. Or vous savez qu'avec le pK ces deux espèces ne peuvent pas coexister, et du coup il va se passer ensuite une réaction acide-base parfaitement quantitative, et du coup vous allez obtenir un carboxylate et un alcool. Voilà. Et du coup ensuite, comme vous repassez en hydrolyse en milieu normal, donc en milieu eau normal, du coup votre carboxylate se remet en acide carboxylique. Enfin, en milieu, en fait, on fait une hydrolyse acide techniquement. Et du coup c'est pour ça que repasser en milieu acide, ça permet de passer du carboxylate à l'acide carboxylique. Et du coup on obtient en fait suite aux deux premières étapes, on obtient simplement ici un alcool, plus, enfin du coup un acide carboxylique pardon, plus un alcool. Donc je vais pas le dessiner là, l'alcool je le dessine là. Voilà, ça du coup c'est le cours sur les acides carboxyliques. En vrai vous le verrez je pense un petit peu après le cours sur la nucléophilie des énolates, mais ça c'est quelque chose qui se comprend. J'espère que la manière dont j'ai expliqué était claire. Donc voilà, on se souvient addition-élimination. De toute façon vous ferez toujours des additions-éliminations sur des acides carboxyliques, on va dire sur des carboxyles en général, parce qu'ici vous avez un carbone X3. Du coup addition-élimination pour dégager l'alcool, puis réaction acide-base quantitative, et justement le fait de revenir en milieu acide permet de passer du carboxylate à l'acide carboxylique. Dans tous les cas on a ça, et désormais on chauffe. Et qu'est-ce qui va se passer en chauffant? Donc pour ça je pourrais essayer de vous donner des indices, mais je pense que je vais directement vous donner la solution. On va décarboxyler, c'est-à-dire qu'on va arriver à cette molécule là. Jusque là rien d'étonnant, avec un cycle à 5, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, avec un oxygène ici. Et justement on va en fait dégager du coup tout ce groupe là pour former du CO2, donc à savoir ceci. C'est pour ça qu'on dit qu'on décarboxyle, parce que du coup on enlève le CO2. Donc aujourd'hui on va donc voir le mécanisme pour ça. Et du coup c'est important de retenir que globalement, quand vous avez un acide carboxylique qui est justement comme ceci, et qu'en fait, attendez, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on peut décarboxyler ici. Je vais vous donner le mécanisme, je vais essayer de vous dire un petit peu comment le repérer. Sachant que pour le repérer déjà il faut que ça chauffe, si ça chauffera pas ça ne pourra pas décarboxyler. Et ce qui est très important ici c'est qu'on ait une cétone qui soit en alpha en fait. Donc du coup ici je vais simplifier la molécule, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui servent à rien, notamment absolument tout le groupe ici, donc tout le cycle qui sert pas à grand chose, et ici l'allyle qu'on a rajouté qui sert pas non plus. Donc je vais simplifier beaucoup de choses. Voilà, je vais juste laisser ça. Je pourrais même dégager ça je pense. Et du coup on avait un carbone, 2 carbones, 3 carbones, 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones. Voilà. Donc on va partir de cette molécule là que je vais dessiner un peu mieux. Et donc à partir de là on va pouvoir décarboxyler. Donc on va voir un petit peu pourquoi et comment ça marche. Donc on retient que quand ça va pouvoir décarboxyler, déjà vous allez avoir un dégagement gazeux, donc un dégagement de CO2, ce qui permet d'avoir une réaction qui se fait quantitative, puisque du coup l'un de vos produits change de phase en fait. Donc la réaction elle se fait enchaîne. Ça c'est la loi de Le Chatelier entre autres. Et du coup pour que ça décarboxyle, déjà vous allez le voir, parce qu'en fait vous allez passer de ça à ça.
Donc bah, vous voyez que vous avez dégagé vous voyez que vous avez dégagé tout un groupe acide carboxylique. Et en gros, vous pourrez le faire uniquement quand vous avez un acide carboxylique, pardon, qui est lié à un carbone, puis à une double liaison CO. Donc vraiment un enchaînement de ce type, vraiment un enchaînement de ce type, vous pourrez décarboxyler que avec ce genre de choses. Et vous chauffez. Donc acide carboxylique lié avec un carbone, puis une double liaison CO, et vous chauffez. Alors dans ce cas, vous pouvez décarboxyler. Comment ça se fait? En fait, du coup, on va avoir une réaction qui va se faire de manière concertée, en une seule étape. Donc je vais le dessiner bien. Ça aurait été plus simple en fait de mettre l'hydrogène ici. Il faut savoir que j'ai pas mis du coup cet acide carboxylique dans ce sens-là par erreur. J'aurais pu donc mettre les deux double liaisons CO du même côté. Mais c'est pas une erreur parce qu'en fait du coup on va avoir un mécanisme en une seule étape. Avec ce doublé là qui va venir récupérer le H ici. Ce doublé là qui va se rabattre sur ce carbone. Et ce doublé là qui va se rabattre ici. Ça c'est des mécanismes qui peuvent rappeler éventuellement des mécanismes concertés à la Dietzelder. Et du coup bah je vous montre un petit peu ce qu'on obtient. On va donc obtenir un alcool ici, une double liaison là, évidemment, du CO2. Donc je vous laisse vous en convaincre si vous voulez, et du coup pourquoi ça marche bien? Ça marche bien parce qu'ensuite ça, bah, du coup ça devient gazeux, donc ça sort du mélange. Du coup bah comme la réaction s'est faite et que vous avez dégagé l'un des produits, bah, la réaction elle se fait en boucle. Voilà, c'est la châtelier. Donc on retient, on a bel et bien, il faut retenir que la cétone va commencer par capter un H, et enfin du coup ici c'est un aldéhyde qui va commencer par capter un H, et c'est bel et bien pour ça que du coup on a besoin en fait justement de ce groupe de cette double liaison CO à un carbone près de l'acide carboxylique, parce que sinon bah, vous ne pouvez pas capter le H ici, et c'est le fait de capter ce H là qui va ensuite vous permettre de venir rabattre le doublé de l'oxygène sur ce carbone là, qui du coup devient un carbone à 5 pattes, donc il va rabattre lui-même, et ici ça peut très bien se rabattre, parce que du coup l'un des doublés a été utilisé pour capter le H, donc on obtient ici, plus ça, donc ça sort du mélange, on s'en occupe plus. Et ensuite bah, ça comment est-ce qu'on récupère l'aldéhyde à partir de cette molécule là. En fait ça du coup c'est quoi? C'est un énol, et du coup comment est-ce qu'on passe de l'énol à l'aldéhyde? On sait qu'en fait je vais vous montrer le mécanisme, enfin techniquement il y en a deux en menu acide et basique pardon, mais en fait c'est dans le cours sur simplement les énols. Vous savez l'équilibre céto-énolique qui vous dit qu'en fait vous êtes dans 95% des cas, sauf certains cas que je justifierai pas forcément ici, vous êtes dans 95% des cas avec une molécule qui favorise l'énol, et du coup qui favorise la cétone pardon, et du coup en général le cas standard de la réaction cétone de l'énol il est de genre de 10 puissance moins 6. Du coup en fait vous avez majoritairement la cétone, donc ça veut dire que l'énol se retransforme naturellement en cétone. Comment ça marche? Ça dépend si vous êtes en milieu acide ou basique. Je vais clean un peu le tableau et je vais vous faire un rapide. Je vais vous montrer le mécanisme rapidement dans les deux. Je pense que je ne vais même pas le dessiner en entier, parce que vous voyez, ça se fait facilement. Si on se met d'abord donc en milieu basique, puisqu'on est en milieu basique, c'est assez simple, on va venir commencer par capter un H. Bah oui, on est en basique, donc on capte des H, donc on va capter ce H là. On va cette fois-ci former non pas un énol, mais un énolate. Et du coup, à partir de l'énolate, on va simplement venir récupérer ça sur du coup la base plus H pour former de nouveau l'acétone. Et du coup notre base B- qu'on avait à la base. Lol. Voilà. Et si on est en milieu acide, donc qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Comme on est en basique, on capte un H, et à partir du moment où on capte le H, on a l'énolate. Du coup on veut que le H ici il soit capté par ce carbone là, et on fait un petit enchaînement et ça se trouve assez facilement. Et si on est en milieu acide, cette fois-ci comme on est en milieu acide, on va évidemment commencer par venir capter des H, puisque ça veut dire que c'est ça qui va jouer le rôle de base, donc on va capter un H ici avec le doublé. Je n'ai pas mis la lacune, mais voilà. Et du coup, on va obtenir cette espèce-là, avec ici une lacune. Et du coup, puisqu'on a une lacune ici, on va simplement avoir le doublé qui se rabat, et on va de nouveau obtenir. Donc notre cétone, notre aldéhyde ici, avec du coup le catalyseur, donc H+, qui revient dans le mélange. Voilà, il a bien été restitué dans les deux cas. Ici c'est la base qui est restituée, ici c'est l'acide qui est restitué. Voilà. Donc globalement, je pense que je vais pas clean le board, je vais pas tout redessiner parce que ça va être long, mais en gros qu'est-ce qu'on a vu ici? On a pu voir dans un premier temps la SN' qui se fait donc sur des allyles, on a vu pourquoi ça se faisait, on a vu que c'était ni une SN1 ni une SN2, et on a vu que ça pouvait se faire justement parce qu'on avait une double liaison qui était proche du carbone électrophile, qui pouvait donc en fait, et du coup en fait on avait les deux carbones qui présentaient tous les deux des tendances électrophiles, et donc on pouvait du coup réaliser cette SN'. Et après, on avait vu que du coup on avait pu expliquer pourquoi est-ce que les H étaient acides à côté des cétones, enfin quand ils étaient en alpha d'un carbonyle, donc que ce soit sur des aldéhydes ou sur des cétones. Du coup on a pu voir qu'en alpha de 2 cétones ou de 2 aldéhydes, ou en tout cas de 2 liaisons CO, parce que du coup ça marche aussi avec les esters et les acides carboxyliques, mais aussi avec les amines, les amides, pardon.
On a vu que du coup on a fait tout ça, on avait des H qui étaient acides, et que du coup si on en avait deux, on pouvait avoir un pK qui descend beaucoup, autour de 10, ce qui nous permet de pouvoir l'arracher avec une base comme de la soude, qui est pas trop dur à avoir, donc c'est cool. Et enfin dans un second temps on a pu faire la décarboxylation, qui est donc quelque chose qui arrive quand on chauffe et qu'on a justement un acide carboxylique qui se trouve en fait à un carbone près d'une double liaison CO, puisque du coup en fait on va pouvoir en chauffant, donc si on a un acide carboxylique à un carbone près d'une double liaison plus qu'on chauffe, on va pouvoir venir réaliser un mécanisme concerté, donc avec 3 centres, qui va nous donner un énol, plus du CO2. Le CO2 partant dans l'atmosphère, la réaction se fait en boucle grâce à Le Chatelier. Et notre énol se reconstruit ensuite en aldéhyde, ou du coup en cétone, en fonction de ce qu'on a. Du coup, soit en milieu basique, en commençant par se faire arracher le H, puis en recaptant un grâce à la double liaison. Voilà. Soit en milieu acide, en commençant par utiliser la double liaison qui est du coup nucléophile, puis en remettant le H dans le milieu pour régénérer le catalyseur. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Ça me semble être deux choses qui sont intéressantes à maîtriser, parce que c'est utile, et c'est bien de pouvoir les repérer, de les avoir vus au moins une fois et d'avoir compris comment ça marche. J'espère que ça vous aura plu, et puis en attendant, moi je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée.